commencerai par vous, Frédéric Oudéa. Cette transformation, cette révolution digitale, qu'est-ce qu'elle signifie pour Société Générale ? Alors je pense que c'est peut-être le point de départ, avant d'entrer dans le détail de telle ou telle initiative, c'est déjà au moins de se convaincre de l'ampleur de cette transformation. Et je pense que c'est vraiment absolument fondamental de se dire que la banque, qui est un métier de service, de relation avec des clients, mais finalement dont la traduction concrète, ce sont finalement des contrats, de l'information de la donnée qui est véhiculée dans des systèmes d'information, elle est bouleversée par l'émergence de ces nouvelles technologies. Et je le dis souvent, c'est d'abord une révolution technologique, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais comme pour la banque, nos usines, nous n'avons pas d'usines, nous n'avons pas d'usines pour fabriquer des voitures. Nos usines sont nos systèmes d'information. Cette révolution technologique veut dire une révolution industrielle dans la manière de construire nos systèmes d'information. Et derrière, en fait, c'est peut-être et d'abord une révolution culturelle dans la manière de travailler. Et ça concerne tout le monde. Donc, le point de départ, c'est vraiment de se dire, c'est un chantier de très grande ampleur qui bouleverse les manières de faire, d'entrer en relation, de traiter cette relation clientèle. Et on y reviendra certainement, elle n'exclut certainement pas l'incarnation aussi de cette relation via des banquiers, mais néanmoins, elle change profondément tous les processus de relation client. Derrière, dans tous les processus internes qui traduisent les transactions, c'est là aussi un bouleversement, que ce soit dans les fonctions proches du commercial jusqu'aux fonctions de contrôle. C'est des révolutions dans la manière de concevoir. Et puis, c'est, comme je le disais, la manière dont tout le monde travaille ensemble, les gens des métiers des fonctions, les informaticiens. Et quand je parle des informaticiens, c'est à la fois ceux qui développent et ceux qui étaient en charge jusqu'à présent des infrastructures, appartenant à des mondes assez distincts et qui aujourd'hui se retrouvent dans des équipes conjointes. Donc, c'est vraiment une révolution de très grande ampleur. Avant de rentrer peut-être dans le concret, est-ce qu'il y a eu un moment clé, enfin un électrochoc ? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé face à une situation, enfin l'arrivée d'un concurrent, enfin que sais-je, qui a été vraiment un détonateur pour vous ? Non, je dirais qu'il n'y a pas eu un moment clé, détonateur, mais quelque part, notre accélération date de 2014. Et au fond, on va dire que de 2008-2009 à 2012, on était, comme beaucoup de banques, en train surtout de traiter les sujets de la crise financière, la crise de la zone euro. Vous voyez, enfin, on était très pompiers pour faire face à l'immédiat. À partir de 2013-2014, à partir du moment où les choses, somme toute, se stabilisent, on retrouve une forme d'énergie managériale et de capacité à reprendre un peu de champ. Et c'est vrai que nous, on accélère à partir de 2014 avec une série d'initiatives dont je pourrais parler, touchant à la fois nos business models, mais la manière de commencer à imprimer cette transformation dans le groupe. Et puis depuis, on ne cesse, à mon sens, d'accélérer. Et probablement en 2019, on est en train d'attaquer une nouvelle phase. L'arrivée de Claire Calmejane dans le groupe correspond, si j'ai bien compris, à la phase 2 de cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi elle consiste et puis pourquoi la création de ce poste en fait Donc, comme je le disais, effectivement, 2014, c'est le début de toute une série d'initiatives avec un sujet compliqué pour nous. Et peut-être que Claire, là aussi, peut de ce point de vue élaborer par rapport à son expérience précédente chez Lloyds, qui est un groupe finalement assez différent, qui est une forme de gros crédit agricole, on va dire, britannique. La difficulté en 2014 pour moi, c'est que je suis face à un monde extraordinairement diversifié d'activités. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la banque de détail en France, qui est un monde. Il y a la banque de détail en Afrique, qui est un monde totalement différent. Il y a un monde des activités de financement et de marché, ça n'a rien à voir. Il y a le monde de notre gestion de flotte automobile, c'est un monde là encore très différent. Et au fond, comment arriver à lancer un processus que doit faire notamment aussi le central par opposition à ce que doivent faire les métiers. Et y compris à partir d'une expérience concrète en Afrique, lorsqu'on ouvre un lab au Sénégal, j'avais été frappé de voir que, ne serait-ce que quand on regarde le continent africain, à l'époque, l'accès à l'Internet d'un pays à l'autre variait.
et qu'on ne pouvait même pas envisager de parler d'innovation africaine, qu'elle était totalement différente selon les cas. Et donc, je pense qu'on est parti de prémices déjà plutôt bons, de fondamentaux qui consistaient à se dire, cette première étape, on doit partir des métiers. Il faut que ce soit d'abord les métiers qui créent cette innovation, plutôt que de créer un espèce de gros centre qui, seul dans son coin, réinventerait nos services, nos activités. Et donc, pendant 3-4 ans, finalement, on a fait monter un processus d'envie, de démarrage. La première des étapes, je le rappelle, pour nous, ça a été aussi, par exemple, un programme qu'on a appelé Digital for All, parce que dès le départ aussi, le principe était de se dire on ne veut laisser personne au bord de la route. Moi, je voyais le risque fort d'exclusion de telle ou telle catégorie de salariés par rapport à cette évolution. Et donc, un des premiers projets, ça a été de distribuer 80 000 tablettes à plein de monde, plein de gens, parce que même à la Société Générale en 2014, tout le monde n'avait pas un smartphone. Et on s'était dit que la première des choses, c'est peut-être de développer, donc de distribuer les tablettes et petit à petit d'enrichir les services pour que chacune et chacun, l'essentiel, en tout cas une bonne partie de nos collaborateurs, comprennent ce qui était en train de venir. On a à peu près terminé cette phase, on pourra en parler, on a fait beaucoup, on a, je crois, réussi cette phase d'appropriation. Et à l'époque, il y avait une équipe centrale qui animait au fond ce processus, mais qui était logée dans l'informatique. Et donc effectivement, pour aborder une deuxième phase, qui a plusieurs objectifs, mais notamment, on va dire, un passage à l'échelle d'un certain nombre d'expériences réussies, mais qui ne sont encore que des expériences. Deuxièmement, accélérer dans des dimensions autour de la donnée, de l'intelligence artificielle, qui sont probablement le sujet, si j'avais à en mettre un en avant, encore plus important que les autres, mais aussi concevoir des business models différents. C'est pour ça que j'ai sorti cette équipe centrale de l'informatique en considérant que ça ne pouvait pas être conduit uniquement par l'informatique, mais au plus haut niveau du groupe et en rattachant Claire directement à moi-même pour conduire ce processus. Donc moi, j'ai vécu pendant une dizaine d'années aux États-Unis, un petit peu aux États-Unis, mais surtout en Angleterre, comme Frédéric le mentionnait. Il y a deux choses qui m'ont séduite. Une qui était, je pense, l'entrain et des leaders de Société Générale pour l'innovation, pour le digital, mais plus profondément pour réinventer la banque, pour supporter la transformation positive de nos sociétés et de nos économies. Et c'était très fort. Et tous ceux que j'ai rencontrés le portaient, le vivaient de la même façon que Frédéric le mentionne. Et ce n'est pas quelque chose qui est toujours courant dans les grandes compagnies de ce monde. Le digital, parfois, il n'est pas aussi bien compris. Et donc, j'ai vraiment vu une opportunité de faire ce chemin en construisant sur la journée qui avait déjà été accomplie, que Frédéric a mentionné, et on a plusieurs de nos DSI dans la salle ce soir. Mais on reçoit en permanence des acteurs externes et souvent ils mentionnent nos progrès dans le cloud, notre stratégie d'APIisation qui a été entamée très tôt et portée par l'informatique. Et c'était un moment unique justement pour passer à l'échelle sur ces sujets, que ce soit l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les plateformes et de façon générale dans le digital. Il y avait un deuxième pan qui pour moi était très attractif, qui était l'écosystème français qui grossit. Et vous l'avez récemment vu, les annonces du président Macron, avec un investissement de 5 milliards dans la technologie en France, une volonté forte d'avoir un logiciel souverain en Europe. Et ce mouvement, il est critique pour nous dans les prochaines années. Et c'est quelque chose qui est nourri très fort par la France. C'est un effort auquel Société Générale contribue, aussi bien dans l'effort de 5 milliards que dans le fameux Next 40, qui sont les 40 prochaines licornes françaises, dont 20 d'entre elles sont clientes de Société Générale aujourd'hui. Société Générale, c'est 150 000 collaborateurs dans 61 pays. C'est 17 différentes lignes de business qui font des activités différentes.
avec le second leader mondial dans les activités de car financing, car leasing et des activités de banque de détail ou de banque d'investissement. Donc on ne peut pas concevoir une transformation digitale centrale. Pour autant, ce qu'on peut voir, et c'est ce qu'on fait, c'est comment on peut, justement, en liant ces transformations, en liant les opportunités, et c'est ce que font les compétiteurs technologiques plus disruptifs, ils réinventent des parties de la chaîne de valeur. Et donc, justement, c'est cette opportunité de regarder au niveau du groupe en disant « Ah, là, au niveau des paiements, que je regarde l'Europe de l'Est, la France, l'Afrique, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est tiré par un besoin client, et il y a une opportunité qui, à 5 ans, à 10 ans, va aller au-delà de ce que le CEO porte au quotidien dans sa transformation. Donc, Frédéric avait lancé ce programme Internal Startup Call il y a plus de 18 mois, dans lequel nous avons lancé 60 startups directement pilotées par le comité de direction et qui étaient des intrapreneurs, des collaborateurs de tous les niveaux, de tous les univers qui se sont mis ensemble. Et ce matin, j'étais avec 4 d'entre eux et ils bougent leur business, ils sont des start-upers et nous, on a créé l'infrastructure pour leur permettre de se développer avec une première capitalisation qui s'est faite en République tchèque et d'autres qui sont à venir. Comment vous gérez justement les conséquences de cette transformation digitale dans la chaîne hiérarchique et l'organisation de la banque ? D'abord, on a fait des choses extrêmement concrètes. On revient à l'école. La première des choses, c'est de comprendre ce qui se passe. Et le premier à retourner à l'école, ça a été moi. Donc, je rappelle, il y a 3 ans, moi, je me suis lancé et ça n'est pas terminé. Je continue à le faire. Je reviens, on va dire, en alternance. Au sens où faites-vous votre alternance ? Je fais mon alternance parce que je définis en début d'année un programme de formation avec des informaticiens de moins de 30 ans que je vois régulièrement pendant 1h30 et qui m'ont fait développer, j'ai fait un peu de code, qui m'expliquent ce que c'est les API, l'open source, on parle de GitHub, il paraît que je suis même un des développeurs dans GitHub, bon, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a expliqué ça, mais ce que je veux dire par là, c'est... Non, mais l'open source, c'est génial, l'open source, c'est fabuleux, vous avez une capacité à accéder à des développeurs, à une capacité de développement, à des choses gratuites qui bouleversent les producteurs. Donc déjà, c'est arriver à comprendre. Alors moi, je suis en alternance et j'ai demandé à mes directeurs généraux de faire pareil depuis maintenant 1 an et demi. Et eux aussi sont lancés dans le programme. Donc il y a Claire, il y a des gens dans nos équipes informatiques qui passent du temps à les former. On a fait pareil avec le comité de direction. On fait des formations sur la donnée. J'aime pas tellement le mot intelligence artificielle, ça ne veut pas dire grand-chose à la fin des fins, il faudrait un peu plus dans le détail, les données, donc former. Et ensuite, petit à petit, créer cette envie de bouger. Bon, alors il y a des choses un peu classiques. L'Internet Startup Call, ça a été ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il y avait 60 startups avec un membre du comité de direction sponsor de chaque startup ? C'était de remettre au fond des managers de haut niveau dans une logique d'entrepreneur. Alors quand je dis entrepreneur, c'est pas eux qui font directement, mais plus, on va dire peut-être d'investisseurs ou en tout cas de sponsors. Moi, je l'ai fait moi-même. J'ai pris une start-up. J'ai passé pendant 6 mois, on va dire à peu près 3 heures de mon temps par mois, je pense quand même. À peu près, c'était pas loin d'une fois toutes les 15 jours pour définir le business plan, pour définir avec eux, voir le type de tarification, pour les aider à ouvrir des portes en interne, pour les aider... En l'occurrence, à aussi contacter des prestataires extérieurs. Bref, essayer de mettre en mouvement pour dire, voilà, c'est un monde plein d'opportunités. Et donc, n'ayez pas peur d'embarquer dans cette trajectoire, n'ayez pas peur de ça. C'est pas si compliqué que ça. Embarquez-vous et ensuite créez. Et c'est vrai qu'ensuite, on fixe des objectifs. Faire en sorte qu'il y ait au moins un projet de données sur chaque métier, etc. On essaie de créer des objectifs pour que les gens s'embarquent dans cette dimension. Alors ensuite, oui, il y a des gens qui vont aller plus ou moins vite là-dedans, mais au total, il n'y a pas de fatalité. Vous savez, moi, j'ai codé. Pourquoi j'ai voulu coder ? C'est pour déjà comprendre si, par rapport à ce que j'avais fait il y a 30 ans, dans du code différent, c'était très différent fonctionnellement. Et pourquoi j'ai voulu le faire ? C'est pas vraiment pour devenir codeur. Mais c'est pour savoir si des gens qui avaient codé à 45 ans peuvent s'y mettre. Ma réponse à l'issue de ça, oui, il n'y a pas de fatalité. C'est aussi difficile qu'à 45 ans si vous vouliez apprendre l'anglais. Bonsoir, Sandrine Tarnot, société Cloudera. Nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés dans le monde de la donnée, open source.
et partenaire de la Société Générale. Vous avez tout à l'heure indiqué que vous aviez démarré votre phase 2 de la transformation digitale en 2014. Selon vous, quel visage aura la phase 3 et quand ? On va voir un scoop. Alors attendez, encore une fois, phase 1, plutôt, moi je dirais 2014-2019. Phase 2, 2019. Je veux dire, encore une fois, c'est passage à l'échelle. Moi, 2030, ce que j'espère vraiment, c'est d'avoir la quasi-totalité de nos processus digitalisés, front to back. Ça, ce sera une révolution. C'est en train d'être en déploiement, par exemple, sur la banque de détail. Là, une série de livraisons très importantes qui vont arriver. On est en train de transformer profondément aussi des process type KYC. Alors, je ne sais pas si pour les initiés, Know Your Customer, vous savez, ça c'est disons à peu près 50% des problèmes des clients corporate surtout, mais viennent de ce type de processus très lourd, très compliqué, très exigeant par la conformité. Sur le fond, seuls des systèmes d'information, à mon avis, pertinents nous permettront effectivement d'être plus efficaces dans ces domaines. Donc c'est un monde du digital qui aura encore plus pénétré toutes les couches profondes du groupe. Donc là, c'est 2025, on aura fait beaucoup, je pense, personnellement, c'est plutôt de 2025. Bonjour, Nicolas Chemette, Viva, nous sommes les leaders dans le cloud des solutions qualité et réglementaires. J'avais une question pour vous. Les banques sont soumises de plus en plus à une réglementation de plus en plus contraignante. Vous l'avez dit, on ne fait pas du digital pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. En quoi le digital vous permet d'éviter les risques de conformité qui empêchent de dormir toutes les banques la nuit ? Je vous dis, encore une fois, sans digital, on n'y arrivera pas. Et encore une fois, quand vous prenez les processus, d'abord les processus d'entrée en relation de KYC par la technologie seront fondamentalement plus robustes. Mais ensuite, tous les contrôles, la ligne de défense 2, la ligne de défense 3, sera infiniment plus efficace pour détecter les anomalies. Et on ne s'en sortira pas sans... Alors, ça dépend ce que vous appelez digital, mais fondamentalement, du traitement massif de données et, je répète, avec l'identification des anomalies, la capacité d'aller très vite regarder. Le travail d'un audit et d'une inspection n'a plus rien à voir aujourd'hui. Historiquement, vous envoyez 10 personnes aller regarder un échantillon de 200 dossiers dans une direction régionale et puis ensuite vous tiriez des statistiques. Quand vous balayez, je répète, la totalité des transactions, alors là, vous avez quand même des capacités à faire et on est capable de faire des choses que jamais on n'aurait fait en restant dans les méthodes traditionnelles. Donc vous voyez, entre des processus nativement efficaces, type Boursorama, parce que Boursorama, c'est front to back, l'entrée en relation client, vous évitez d'entrer en relation avec des clients par définition à l'entrée du processus. Et des capacités de contrôle renouvelées, je pense qu'on sera en tout cas plus capable de répondre à des exigences extraordinaires, très difficiles à satisfaire aujourd'hui des régulateurs. Bonsoir, Yves Maigret, Valtus. Nous sommes le leader français et européen du management de transition. Vous avez commencé à aborder un peu le sujet tout à l'heure, mais pour vous, en quoi la transition digitale va-t-elle influencer ou influence-t-elle votre gestion des talents ? Et plus largement, comment vous voyez l'évolution de l'exercice du leadership ? Vaste sujet. On va laisser Claire répondre. Vous avez 2 heures. Allez, vas-y Claire. Non mais enfin, quand on parle de transition digitale, c'est un terme intéressant parce que pour moi, on n'est pas dans enfin, c'est pas tellement une transition digitale, mais c'est sûr que les postures managériales évoluent. Et Frédéric parlait de l'Internal Startup Call qui a été un déclencheur puisque la taille et l'ampleur du programme de ces 60 startups qui ont été portées directement par le comité de direction ont permis de refaire toucher du doigt parfois la complexité de certains des processus et combien il fallait les changer. Et j'ai parlé des résultats de l'Internal Startup Call, mais il y a une autre face qu'on regarde énormément qui est ce qu'on appelle la fertilisation des pratiques. Et quand on parlait de l'agilité un petit peu plus tôt, elle va bien au-delà du processus et du cycle informatique. Elle atteint même les fonctions finance, les fonctions d'audit, les fonctions compliance. Elle passe même par la décision que Frédéric a prise d'enlever le COMEX
pour avoir une organisation plus autonome avec les BUSU. Et donc, à travers cette organisation plus autonome qui est en train de maturer, tu l'as mis en place il y a 2 ans, donc c'est encore le début de cette journée, il y a la capacité de travailler en collectif qui est native chez les GAFA, qui arrivent, on regarde des Apple qui quelque part ont une division hardware, une division software, une division marketing, avec des équipes en Allemagne qui construisent une vitre, une équipe aux États-Unis qui construit un stylo. Les 2 équipes ne savent pas ce qu'elles se construisent, mais pourtant elles arrivent à produire un iPad. Et quelque part, c'est le monde dans lequel on évolue. Et quand on demandait qu'est-ce que sera Société Générale plus tard, pour moi, ça sera une compagnie, une entreprise dans laquelle l'ensemble de nos employés vivent l'innovation, veulent la partager pour nos clients, veulent la co-créer bien au-delà. Si, Bassam Assé, vice-président Europe de GitHub, j'ai une question. Vous avez à plusieurs reprises évoqué des exemples, des illustrations. La dernière, c'était le machine learning que vous évoquiez à l'instant. Et donc, vous parlez des équipes qui font ces développements. Donc, au final, la transformation numérique, ça aboutit à des hommes et des femmes qui développent ces logiciels. Comment vous avez réussi à mettre l'accent sur l'aspect marque employeur pour pouvoir attirer ces nouveaux talents? Puisqu'on sait que jusqu'à il y a 20 ans, tout le monde voulait externaliser, très très loin, moins cher, et que désormais, depuis 5, 6, 7, 8 ans, on réinternalise. Comment vous arrivez à recruter ces nouveaux talents? Je vous remercie, puisqu'on a de nombreuses équipes open source. Frédéric l'a mentionné plusieurs fois, c'est au nerf de la guerre de nos équipes IT, qui, on est bien modeste, commencent à publier sur GitHub. Et on voudrait en faire plus, mais on est vraiment encore petit et balbutiant dans ce monde. Mais la capacité de travailler avec les logiciels open source, c'est évidemment une source d'efficacité, une source d'innovation et quelque chose sur lequel on a une vraie conviction que c'est là où il faut aller.